Bon, vous savez, la sécurité, vous demandez à n'importe quel habitant du pays, il vous dira que la sécurité s'est améliorée. Malgré tout ce qu'on entend parce que les réseaux enflamment, malgré tout ce que nous entendons, la sécurité s'est améliorée partout dans le pays. Maintenant, l'ennemi a développé un certain nombre de stratégies, effectivement, qui sont en train de faire croire, pour faire croire à la population que ça a gangréné. Lorsque l'ennemi vient à 40 km de Bamako pour attaquer un poste isolé, par surprise, vous voyez l'effet que ça fait à Bamako. On va dire qu'ils sont arrivés à 30 km, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que l'ennemi est fort. Au contraire, l'ennemi est maintenant en train de travailler la psychose des populations. Ils sont plus capables de faire la guerre. Ils ont la pression derrière et derrière par la pression de ceux qui les financent pour déstabiliser notre pays, pour poser ces actes lâches. Mais l'ennemi est en perte de vitesse aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Et ceux qui sont sur le terrain le savent. Et aujourd'hui, les rançons qu'on connaît il y a 2 ans sur le terrain, aujourd'hui, ont tendance à disparaître. Et tous les jours, ils sont en train d'enregistrer des pertes énormes. Ça, c'est une réalité incontestable. Maintenant, les actions, les nouvelles stratégies de l'ennemi, où il s'approche à côté de Bamako, à côté du Koulikoro, pour poser des actes, effectivement, la population qui ne comprend pas va dire, mais finalement, ces gens-là, ils ont pris tout le terrain. Alors que non, c'est la nouvelle stratégie. Au contraire, ils sont sérieusement affaiblis. Et je crois que très bientôt, ça va se constater. Parce que leur dernier retranchement aujourd'hui, c'est les forêts. Et la stratégie des forêts va bouger également. L'État malien, surtout les autorités actuelles, demandent à tous les groupes autodéfense, n'est-ce pas, de poser des armes. Est-ce que réellement, à votre savoir, est-ce que vous savez aujourd'hui que ces groupes, n'est-ce pas, ont déposé des armes? Est-ce que vous êtes au courant de cela? Non, c'est-à-dire que personne n'est en train de déposer les armes. Ce n'est pas parce que ceux qui doivent déposer refusent de déposer. Il y a un processus qui est là. Le chef de l'État a fait le choix du dialogue intermalien et de sortir de l'accord d'Alger. Parce que tout simplement, cet accord est devenu impraticable à cause de l'interférence, de l'ingérence de certains partenaires, dont la médiation elle-même. Après 10 ans, on n'arrive pas à l'appliquer. Ce n'est pas la faute à l'État. Et comme l'État a la responsabilité de la sécurité du pays, de tous les peuples maliens, il faut s'assumer. Et s'assumer, c'est ça. C'est de décider de sortir de cet accord et de les remplacer par un processus intermalien qui va être désormais, à l'interne, et on va complètement éliminer toute interférence étrangère pour que les Maliens fassent la paix entre eux. Maintenant, dans ce dialogue, la question des armes va se poser. Et une solution va être trouvée, et sûrement, il y aura un désarmement. Ça, c'est sûr, parce que maintenant, c'est entre les Maliens. Maintenant, ceux qui font le choix de ne pas désarmer, je n'ai pas besoin de vous donner la réponse. Ils seront définitivement classés dans les camps ennemis et seront combattus en tant que tels. Ça, c'est clair. Et de façon aussi claire et précise et sans aucune ambiguïté. Parce qu'on aura fini les dialogues intermaliens, on a donné à chacun la chance de choisir son camp, les camps ennemis ou les camps amis. Si malgré tout le dialogue termine, et il y en a encore certains qui font la tête en restant toujours dans les camps ennemis, ils seront traités en tant que tels et ils seront combattus et battus. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, le processus se poursuit, le désarmement aura lieu. Une fois que l'État et les Maliens ensemble auront décidé dans ce dialogue la date, les calendriers, il y a des commissions techniques qui s'occupent de ça. La commission désarmement de mobilisation et la commission intégration. Honorable, en venant ici, il y a certains Maliens qui m'ont demandé de venir vous poser une question, à savoir, eux-mêmes, ils sont confus, tel qu'il y a beaucoup de groupes, n'est-ce pas, au Mali. Il y a CSP, SP, bon, il y a MAA, il y a d'autres demandes. Mais quelle différence entre, n'est-ce pas, ces groupes? Il n'y a plus de différence entre les noms que vous avez cités là. Tout ça, c'est les groupes terroristes. Aujourd'hui, c'est les groupes terroristes. Ceux qui ne sont pas groupes terroristes sont là à Bamako. Ils ont gardé leurs armes au service de la République du Mali en attendant la décision que le peuple malien va prendre par rapport à ces armes. Et c'est des groupes pour la plupart qui ont toujours été républicains. Même ceux qui d'aventure se sont retrouvés du côté de la rébellion ont travaillé pour la République. Donc ceux-ci sont là. Les autres, ne cherchez pas mille noms. Ils s'appellent groupe terroriste, un point c'est tout. Maintenant, Assimi, le chef de l'État, en tant que souverain, chef suprême de l'État, a décidé d'organiser un dialogue intermalien. S'il y en a qui ont décidé
de revenir sur le bon chemin, intégrer les dialogues, travailler à la paix. Mais je crois que le chef de l'État est libre d'accepter, de ne pas accepter. Et ça m'étonnerait qu'il refuse d'accepter des Maliens qui ont fait le choix de se convertir et de devenir des acteurs de la paix. D'accord. Honorable, est-ce que réellement vous êtes optimiste que le Mali redeviendra comme avant? Le Mali est déjà en train de redevenir comme avant. Ça, il n'y a même pas de doute là-dessus. En ce sens qu'aujourd'hui, vous constatez que depuis Kidal jusqu'à Kay, c'est l'autorité de l'État malien qui gère. Vous constatez depuis Kidal jusqu'à Kay, c'est une diversité communautaire et linguistique qui est en parfaite symbiose. Donc c'est déjà ça l'État. Vous constatez aussi que depuis Kidal jusqu'à Kay aujourd'hui, les services sociaux de base sont en train d'être redéployés. Donc vraiment, l'État du Mali est en train de mieux se porter aujourd'hui. Et ça sera comme ça jusqu'à retrouver définitivement recouvrir notre intégrité territoriale. Quel message avez-vous à l'endroit du peuple malien en ce moment, n'est-ce pas, difficile, comme vous avez cité? Il y a les coupures énergétiques, il y a, n'est-ce pas, le panier aussi du ménagère aussi un peu lourd. Et quel message avez-vous à l'endroit du peuple malien pour qu'il puisse, n'est-ce pas, s'abstenir un peu pour que dans peu de temps, le Mali puisse sortir dans cette impasse? Le message, c'est qu'il faut que les Maliens comprennent que le Malikoura, c'est le travail. C'est le travail. Il faut que les gens travaillent. Et le travail, ça se crée. C'est extrêmement important. Ça veut dire les paniers de la ménagère. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas l'argent qui manque au Mali, mais c'est le système de gestion et de gouvernance qui a changé. Par le passé, il y a beaucoup d'argent qui circule au Mali. L'argent qui est volé entre les mains de petits groupes de personnes. Pourtant, les grandes masses sont toujours pauvres. Mais la quantité, la masse d'argent colossale volée qui circule entre une minorité de personnes fait qu'aujourd'hui, on ne sentait pas qu'il y a des problèmes d'argent. Mais aujourd'hui, le fait que le système de gouvernance a changé, l'argent n'est pas volé, il sert aux besoins du peuple, plus les effets de la crise qui n'est pas nationale. La crise que nous vivons est une crise mondiale. La crise énergétique dont on parle aujourd'hui, c'est d'abord une crise mondiale. Certains Maliens tentent de faire croire que c'est un problème purement malien. Non, les délestages, il y en a partout. Alors mon appel est le suivant, c'est de dire à la jeunesse d'avoir des initiatives. La jeunesse en particulier d'avoir des initiatives, de retourner à la terre, d'avoir des initiatives de travailler la terre, de quitter la migration, de quitter l'aventure, de travailler la terre. Celui qui souffre parce qu'il y a un délestage, il n'a qu'à aller payer des plaques. S'il y a les moyens de payer, il n'a qu'à payer des plaques solaires. Il aura l'ampoule et la glace qu'on a eu pendant 60 ans. Ce n'est pas de l'autonomie énergétique. Avec 50 000 francs, tu as une plaque, tu as la glace et l'eau que tu avais avec EDM. Les Maliens peuvent faire ça. Et rester résilients jusqu'à ce que les grands projets structurants dans le secteur énergétique puissent voir le jour. Ça demande un temps. Vous suivez les mouvements de notre pays, en Russie, en Iran, par-ci, par-là, pour sceller des contrats dans le domaine des grands projets structurants, dans le domaine de l'énergie. Ça demande un temps. Et ça, en tant que Malien, si on ne peut pas souffrir, supporter ça, pendant que d'autres Maliens meurent tous les jours pour que nous nous dormions, alors quel est notre engagement souveraineté? Nous ne sommes pas des patriotes. Donc, je termine par dire aux Maliens que nous savons que c'est dur, parce que nous ressentons nous-mêmes que c'est dur pour tout le monde. Mais nous avons fait le choix d'affronter la difficulté pour libérer notre pays. C'est aussi simple que ça. Il y a ceux qui vont amener la vie, ils vont mourir. Il y a ceux qui doivent accepter de perdre un repas. Pour ça, il y a ceux qui vont accepter de dormir dans Fontenay avec les Fifalala. C'est la résilience. C'est tout ça qu'il faut pour libérer le pays. Rien ne viendra facilement. Vous savez, les Russes, là, pendant 30 ans, quand vous entendez les gens se dire que les Russes ne peuvent pas être de bons partenaires économiques, c'est parce que tout simplement, pendant les 30 ans, ils ne font que manger du pain sans sauce. Personne ne sait ça. Ils ont cultivé tellement du blé qu'il y en a pour tout le monde, mais il n'y a pas de la sauce. Certains, souvent, ils le mangent sans sauce, le pain, là. Mais ils ont fait un choix stratégique, c'était de développer l'énergie nucléaire et de développer les sociétés militaires. En 30 ans, ils se sont réveillés comme un monstre dans le monde, pendant que la France perd chaque année 5-10% de son budget
et leur budget se multiplie par 3. Mais c'est les choix stratégiques. Donc c'est un peu ça, nous avons fait le choix aujourd'hui de souffrir dans certains secteurs, mais d'éjecter des ressources dans certains secteurs vitaux sans lesquels le Mali va disparaître. Mais à un moment donné, les priorités vont s'inverser. Ça, c'est l'intelligence de l'État. Et c'est ça l'avantage d'avoir un chef d'État souverain qui a la tête sur les épaules, qu'on n'intimide pas, qu'on ne menace pas, qui est courageux, qui sait qu'il doit réussir ou il doit mourir. Ce n'est pas comme nos anciens poltrons là. Dès que la France fait baga, il recule derrière, il dit bon, prenez ce que vous voulez. Non, maintenant, ce n'est pas comme ça. Maintenant, là, tu viens, on va s'affronter. C'est ça la vraie réalité. Donc, sur cette question, je crois que je termine par prier Dieu pour les populations de notre pays. Ça demande vraiment beaucoup de courage. Personne n'ignore les difficultés du moment. Personne n'ignore et personne ne les ignorera. Mais nous avons fait le choix pour notre dignité. On doit assumer le temps que ça prendra pour que le Mali nous revienne définitivement. Il n'y a pas d'autre option. Ceux qui ne l'ont pas compris, je me demande s'ils sont encore maliens. Mais je ne suis pas surpris parce que certains ont même oublié qu'il y a 97% des Maliens qui ont voté pour une nouvelle constitution. Merci. Je vous remercie.